Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, 2000 prisonniers, membres présumés de la secte islamiste Boko Haram, sont jugés depuis ce lundi 9 octobre. Une série de procès à huis clos au sein des centres de détention. Les détails dans cette édition. En Côte d'Ivoire, un programme d'aide à l'entrepreneuriat vient d'être mis en place. Il cible en priorité les jeunes et les femmes fortement touchées par le chômage. En Tunisie, l'économie revient à la hausse. Le pays a enregistré des progrès, notamment dans le développement des infrastructures. On fera le point dans cette édition. Au Libéria, près de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ils élisent un nouveau président ce mardi 10 octobre. Des élections qui mettront fin à l'ère Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2005. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, sauf en cas de forte majorité au premier tour. Et les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures selon la commission électorale. Au Nigeria, lancement ce lundi 9 octobre 2017 du procès de plus de 2000 prisonniers, membres présumés de la secte islamiste Boko Haram. Une série de procès effectués à huis clos qui suscitent de nombreuses interrogations du côté de la population, notamment sur la partialité et l'efficacité des juges choisis par le ministre de la Justice nigérienne. Un sujet de Sharon Kamara. C'est une grande première au Nigeria. La justice nationale a ouvert ce lundi 9 octobre 2017 le procès de plus de 2000 prisonniers soupçonnés d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram qui sévit au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Ces procès de masse, inédits dans le pays, auront lieu à huis clos au sein des centres de détention. Les conditions dans lesquelles se déroule donc ce procès qui est très attendu, il faut le dire, ainsi soulève donc le plus grand scepticisme sur la transparence du système judiciaire nigérien. Est-ce que les juges nigériens pourront relever le défi? Depuis le début des insurrections du groupe islamiste Boko Haram en 2009, plus de 20 000 victimes et plus de 2,6 millions de déplacés ont été comptabilisés dans le nord-est du Nigeria. Et pourtant, seulement 13 personnes ont été jugées et 9 condamnées pour leur lien avec le groupe islamiste en 8 ans de conflit. Franchement, cette décision du gouvernement nigérien est salutaire pour que justice soit faite. Il faut que les innocents soient libérés et que ceux qui sont fautifs soient ou répondent à leur forfaiture. Donc je dirais que le président Muhammadu Buhari a bien fait donc d'intenter cette procédure et surtout que lui-même, depuis qu'il a été élu en 2015, avait promis d'enquêter sur les accusations de violation des droits de l'homme. La transparence du processus soulève également des inquiétudes suite à l'interdiction faite aux médias d'assister aux audiences. Le gouvernement a néanmoins affirmé que des observateurs internationaux seront présents au procès. En Côte d'Ivoire, le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, Souleymane Camaraté, a été écroué ce lundi 9 octobre à Abidjan. Une information judiciaire a été ouverte contre lui pour complot contre l'autorité de l'État. L'interpellation de Souleymane Camaraté fait suite à la découverte d'armes cachées dans sa villa. Près de 6 tonnes d'armes de guerre et de munitions avaient été retrouvées entreposées chez lui à Bouaké. Et toujours en Côte d'Ivoire, un programme d'aide à l'entrepreneuriat vient d'être mis en place. Il cible notamment les jeunes et les femmes fortement touchées par le chômage. Et ce nouveau programme insiste sur un entrepreneuriat plus inclusif. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage et sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, où nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent près de 300 millions de dollars,
que les personnes au bas niveau de l'échelle, on peut mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs, permettant plus de productivité, plus de revenus, et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif. À cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable, c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, essayer, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne perçoivent que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire. En Tunisie, l'économie repart à la hausse grâce au plan quinquennal instauré en 2016. Ce plan prévoit notamment la création d'infrastructures, le renforcement de l'économie, une croissance de 3,5%, mais aussi la réduction du taux de chômage. Aujourd'hui, la Tunisie souhaite renforcer le développement des échanges économiques avec ses voisins de la Libye et de l'Algérie. Les détails avec Aïssatou Diamanka Besland. La Tunisie consolide son économie grâce au plan quinquennal 2016-2020. Le pays revient dans la course selon Hicham Eloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. L'amélioration de la situation sécuritaire, sociale et politique a également été un élément favorable pour l'économie du pays, qui a enregistré des progrès notamment dans le développement des infrastructures. La Tunisie veut obéir à une logique en termes de planification stratégique autour de ce plan 2016-2020. Toute la question aujourd'hui est comment mobiliser les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent se brancher sur la vision que porte ce programme. La Tunisie aujourd'hui a pu en tout cas relever un défi qui est celui de la sécurité. Le plan quinquennal prévoit l'installation de 3 plateformes multinodales, mais également la création d'un pôle économique logistico-portuaire à Zarzis, dans le sud-est du pays. Objectif, renforcer le développement des échanges économiques avec ses voisins, la Libye et l'Algérie. La Tunisie présentait de nouveau ses programmes et ses priorités notamment cette réactivation du pôle industriel dans la région de Zarzis, qui est une sorte de free zone que le pouvoir tunisien souhaite mettre en place. Cette région qui est une région carrefour permettant à la Libye aussi d'avoir la possibilité d'entrer en résonance avec la Tunisie. Lancé en 2016, le plan quinquennal a été conçu pour réaliser un taux de croissance de 3,5% et réduire le taux de chômage pour la ramener à 12% à l'horizon 2020. C'est désormais officiel, Mamoutou Touré Bavieux est le nouveau président de la Fédération malienne de football. Élu lundi 9 octobre avec 39 voix sur les 57 délégués, dont 18 abstentions, Mamoutou Touré Bavieux succède au général Aboubakar Baba Diarra. Donné favori dès le départ, le premier chantier du nouveau président Touré Bavieux sera de réconcilier la famille du football divisée par une crise qui dure depuis 2014. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.